première journée pleine de succès face à Montpellier avec un match palpitant. On en a parlé cette semaine. On n'a pas envie que ça s'arrête forcément face à un rival, on peut l'appeler comme ça, les Girondins de Bordeaux. Ils nous font chier chez eux, mais on espère. Voilà, ça y va. Mais chez nous, c'est une autre histoire ces dernières années, forcément. Donc, Mathis, on est forcément impatient d'aborder ce deuxième match. Surtout après le scénario du premier, quoi. C'est clair, quelle émotion franchement cette première journée. J'espère qu'on va quand même continuer dans cette lancée, sans les défauts, ce serait bien. Ouais, il y aura forcément des défauts, on peut pas être à 100% parfait, surtout avec ce genre de dispositif et de jeu proposé, mais bon, on va avoir l'occasion d'en parler justement de ce match face aux Girondins, et qui de mieux sur Twitter pour parler des Girondins de Bordeaux. On a comme invité aujourd'hui pour parler de ce match Scipion avec nous. Salut à toi Adrien. Eh bien salut, merci beaucoup pour l'invitation dans ce podcast, je suis ravi d'être avec vous. Merci, plaisir partagé. On se devait de t'inviter pour ce match, et forcément que tu vas avoir beaucoup à dire, notamment sur cette première journée des Girondins face à Clermont. Alors pour avoir vu le match dans ce multiplex la semaine dernière, c'était pas fameux, hein. Vous devez pas être en confiance avant de nous affronter dimanche. Ouais, c'est exactement ça, le mot confiance peut ressortir. Je pense surtout que l'équipe, elle est pas prête. Parce que Gérard Lopez est arrivé il y a 3 semaines. Petkovic, le nouvel entraîneur, l'ancien sélectionneur de la Suisse, a pris les commandes de l'équipe il y a une dizaine de jours. Donc c'est absolument pas encore l'équipe qui doit repartir de l'avant. On sait que Bordeaux, on va entamer un nouveau cycle. Mais pour l'instant, les recrues n'ont pas encore été qualifiées. On est reparti un peu avec les mêmes joueurs qui ont terminé quand même cette saison de Ligue 1, la précédente, vraiment dans le dur, hein. Ça a été un sauvetage in extremis. Et on sait que c'est des joueurs sur qui on va pas pouvoir vraiment compter. Donc après, il y a eu beaucoup de mérite de la part de Clermont, hein, tout simplement dimanche, parce que Clermont a joué son jeu, un produit totalement décomplexé, et ils ont absolument pas volé leur victoire. Et même, j'ai envie de dire, sans un vrai bon Benoît Costil, ça pouvait faire un 4-0, et c'était vraiment une vraie humiliation. Là déjà, ça faisait mal, parce que voilà, c'est pour démarrer cette première journée. C'était pas flamboyant. Maintenant, j'attends. Je pense que l'équipe, elle sera vraiment prête en septembre. Je pense que là, on va devoir serrer les dents le temps que les recrues arrivent, que certains joueurs partent. Donc, c'est un peu un début de championnat bizarre, tout simplement. Donc, moi, je pense que l'équipe sera prête après la première trêve internationale. Mathis, tu avais peut-être une question à poser à Scipion sur le début de saison de Bordeaux. Ouais, justement, moi, là, pour avoir vu le match aussi, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire comment est-ce que joue Bordeaux ? Écoute, Bordeaux, c'est une équipe qui était en 4-2-3-1 dimanche, avant de passer en 4-3-3 à la mi-temps, qui essaye de trouver, on va dire, Samuel Kalou, qui est un peu le détonateur, même si c'est un joueur qui a quand même beaucoup de mal à confirmer, notamment dans la régularité, qui essaye d'avoir une relance entre guillemets propre, de pas forcément balancer, sauf quand la situation est dangereuse, et qui essaie de compter sur un Yacine Ali en numéro 10 pour avoir quelques étincelles. Mais bon, c'est un garçon qui a quand même la tête à un départ, ça parle notamment du Milan, donc pas sûr que c'était le bon moment pour le faire jouer, surtout tout simplement il est sorti à la mi-temps remplacé par Otavio, donc ça veut dire que comme beaucoup de joueurs de cet effectif, il a la tête ailleurs, donc c'est vraiment pas évident. Mais Bordeaux essaie de redémarrer un petit peu comme ça. Mais Petkovic n'a pas encore, je pense, les armes, les atouts pour jouer comme il le souhaite. On a beaucoup parlé de son 3-5-2 avec la Suisse. On essaye, la nouvelle direction essaie de lui donner des joueurs, notamment sur les pistons, pour qu'ils puissent évoluer dans ce système-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas ça. Alors moi j'avais aussi quelques questions sur le jeu bordelais. Très clairement, on a vu qu'il y avait quand même certaines faiblesses à faire quelque chose, à être dangereux, parce qu'on a vu une équipe de Clermont qui est venue avec ses armes de promu, alors qui était une très belle équipe l'année dernière en Ligue 2, mais on en attend plus quand même d'un effectif comme Bordeaux, qui a des joueurs malgré tout plus qu'intéressants. Clairement aujourd'hui, quels sont les principaux axes de progression de Petkovic avec cette équipe, sur quelle base il peut réellement s'appuyer? Est-ce qu'il y a une base du côté bordelais? Parce qu'on a l'impression sur les dernières semaines et même les derniers mois de la saison dernière, il n'y avait pas forcément de base sur lesquelles se reposer. Est-ce que concrètement aujourd'hui à Bordeaux, il y a un semblant de construction, de quelque chose qui pourrait démarrer, comme tu l'as dit, d'ici début septembre par exemple?
Petkovic a dit quelque chose de très intéressant dans sa conférence de presse d'après-match. Il s'attendait pas en fait à ce que l'équipe soit aussi fragile mentalement, notamment sur le plan des erreurs. C'est-à-dire à chaque fois que Bordeaux rate quelque chose, tout de suite il a senti de la panique chez les joueurs. Et c'est vrai que on a pu le voir notamment chez Kouateng, chez Benito, chez Mecher. Ce sont des joueurs qui ont totalement perdu la confiance tout simplement au fil des mois, avec une situation qui s'est dégradée sportivement. Et aujourd'hui, on va pas pouvoir les récupérer de suite, ces garçons-là. Et tu m'as parlé de socle, je pense qu'on peut compter sur Costil. Koscielny a encore le niveau. Otavio revient d'une grosse blessure, mais en 6, en Ligue 1, c'est fiable. Et après, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui mentalement sont un peu au fond. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut en tirer. Il y a des jeunes intéressants, hein. Il y a le petit Sissoko au milieu de terrain. Il y a Sekou Mara qui a marqué un but important la saison dernière en vue du maintien. Il y a Tom Lacou, il y a Madou Traoré, voilà. Mais ce sont des jeunes joueurs qui sont peut-être pas encore tout à fait prêts. Maintenant, on a plus envie de compter vraiment sur des joueurs qui ont quand même un peu d'expérience de Ligue 1, Oudin, Kalou. Voilà, ça marche pas pour l'instant. Jimmy Briand, j'ai pas envie de l'accabler parce qu'à 36 ans, qui démarre titulaire une nouvelle saison de Ligue 1, c'est pas normal. Ça va juste être un super sub. Voilà, je pense que vous l'avez compris, il y a vraiment peu de certitude aujourd'hui pour ce Bordeaux-là. Ce bon vieux Jimmy, ouais, il est toujours là. Toujours il là. se bat, hein. Il se bat pour sa place. Il veut garder une avance sur Lionel Messi, donc il se dit que voilà, c'est. Et non, ça peut se comprendre, Non, mais ouais, c'est vrai que il y a des inquiétudes. Hein. Je vois un petit peu les réseaux quand Bordeaux joue. C'est sûr que pour le moment il y a rien de très rassurant, surtout au vu de la situation autour du club. Vous avez pas dû vivre quelque chose de très facile. Bon, on va pas se cacher, on n'était pas non plus hyper malheureux à vous voir galérer comme ça. Hein. Oui, c'est normal, c'est le jeu. mais enfin, en tant que suiveur de Ligue 1, ça faisait quand même un peu chier de voir un club aussi historique que les Girondins de Bordeaux être dans un marasme tel que on parlait de liquidation judiciaire, de rétrogradation administrative. Alors, moi, j'avais plus du coup aussi une question. Alors, ça c'est plus hors sportif, c'est plus par rapport à tout ce qui se passe autour des Girondins. Ce rachat par Gérard Lopez, toi, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois d'un bon œil? Est-ce qu'il y a un réel projet qui se dégage à travers ce qu'a pu dire Lopez ou ce qu'on a déjà pu voir avec l'arrivée d'un coach comme Petkovic, par exemple? Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Il y a deux sentiments. Il y a déjà le premier, un peu le soulagement, voir son club ne pas descendre en 5e division, sauver des emplois, rester une place forte du football français. C'était, je pense, l'objectif principal. Maintenant, je sais que c'est Gérard Lopez, je sais qu'il y a eu des trucs pas nets en Belgique, à Lille, en Formule 1. Donc moi, je l'attends pas comme le Messi. Après, c'est sûr que quand il arrive au Girondin, sa première action, c'est de rétablir l'ancien logo. C'est sûr qu'au niveau de la communication, il démarre très fort parce que ce logo, il représentait vraiment une fracture entre la direction, les Américains et les Ultramarines, les supporters, parce que beaucoup le rejetaient. Et, je pense que c'était un geste nécessaire. Certains ont dit direct qu'il se met ça dans la poche, c'est des magots. Je pense qu'il fallait surtout rétablir un semblant de paix à Bordeaux. Et voilà, il a commencé par ce que tout le monde attendait. Maintenant, sur le projet, je suis vraiment dans l'attente, dans l'impatience, voir ce qui va se passer au mercato. Petkovic, je trouve que le profil d'entraîneur est intéressant. Je sais que en tant que sélectionneur, c'était un peu plus convaincant qu'en tant que coach. Des échos que j'ai pu avoir, notamment ce qu'il a fait à la Lazio. Maintenant, j'ai envie de le voir. Je pense que c'est encore tôt pour juger tout ça parce que, comme je vous l'ai dit, l'équipe elle est absolument pas prête. Et je pense qu'il faudra attendre le mercato. Peut-être que ça va s'emballer le 31 août. Il y aura plusieurs recrues. Il faudra voir comment ça va se passer. Mais je pense que l'équipe elle va changer à 75%. Donc c'est dur aujourd'hui de juger ce Bordeaux-là. Dur de se projeter surtout, j'imagine. Tout à fait, parce que on parle beaucoup évidemment, comme Boavista appartient aussi à Lopez, on sait qu'il y a des passerelles qui sont faites, on en attend de voir les joueurs qu'on va récupérer, il y a d'autres noms qui circulent, ça parle notamment d'un avant-centre, Bayo qui nous a fait mal avec Clermont, Nian de Metz, c'est des joueurs intéressants, mais il faut que ça se concrétise, voir comment ça va se mettre en place. Après il reste 3 semaines de mercato, mais c'est vrai que ça a démarré quand même tard quand toutes les équipes de Ligue 1 s'étaient déjà renforcées, il y avait des automatismes. Bordeaux démarre avec 1 mois de retard, et même si c'est sûr que l'équipe paraît bancale, c'est tout de suite un désavantage. C'est pour ça, moi, j'ai pas envie, tu vois, Clermont nous a battus. Je me suis pas senti abattu et tout. Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, et je me dis que l'équipe, je commencerai vraiment à voir à quoi elle ressemble. C'est peut-être plus la manière en soi qui aurait pu gêner contre Clermont, parce que j'ai pas vu honnêtement une équipe bordelaise qui avait envie. Alors certes, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le point
qu'il faudrait peut-être laisser du temps aux Girondins, mais c'est plus l'envie que les semblants de fondements de jeu qui peuvent être entrevus avec Petkovic et le groupe qui est en train d'être mis en place, mais la manière, moi honnêtement, si j'étais supporter bordelais, m'aurait énormément gêné. Ah, ça, c'est une certitude, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est aussi le problème de dire à tout ton effectif, quasiment 99%, à part Costil et Koscielny, tout le monde a un bon de sortie, tout le monde peut être vendu, parce qu'on est dans un projet d'achat-revente. Et du coup, bon, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas tout donné dimanche, hein, ça Bien se voit, sûr. peut-être par peur de blessure et tout, mais c'est le contre-coup de ce genre de discours, c'est-à-dire attendez-vous à tout moment à partir. Et du coup, on a aligné quand même une équipe dimanche où tu as 3-4 garçons qui sont en instance de départ. Et ça, c'est le risque. Hein. Même si ça fait mal, on a envie qu'ils se donnent à 100%. Mentalement, on peut pas tout contrôler dans leur tête. Inconsciemment, peut-être que ça lève le pied. Et ça s'est vu. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, ça m'a dérangé. Je pense que on veut quand même voir une équipe compétitive à chaque instant. Oui, c'est sûr, mais comme nous, on a cette exigence avec l'Olympique de Marseille, ça c'est évident. Mathis, est-ce que tu avais encore une petite question sur les Girondins de Bordeaux? Je me demandais, parce que là tu nous décris un effectif qui est un peu en demi-teinte au niveau du mental, mais est-ce que parce que du coup dans le dernier débrief du match contre Montpellier, on parlait un peu des problèmes défensifs de l'OM et notamment sur les couloirs. Est-ce que tu penses que Petkovic pourrait réussir à s'adapter et qu'il serait capable d'exploiter nos failles défensives pour le match? Ouais, ça peut être quelque chose qui peut être concret. Je pense que peut-être qu'on verra enfin son premier 3-5-2 et ses fameux pistons, parce qu'en fait, Bordeaux avait déjà recruté deux joueurs, Mensah et Mangas, qui n'étaient pas qualifiés à temps pour Clermont. Et c'est clairement des joueurs qui peuvent évoluer dans ce rôle de piston. Il faudra voir pour l'homme à droite, mais ça peut clairement être une option. Il y a aussi Timothée Pembele, le jeune Parisien qui est arrivé, qui lui peut occuper plusieurs postes en défense. Du coup, ça m'étonnerait pas, vu la fragilité de Bordeaux, déjà pour sécuriser avec trois défenseurs, mais aussi pour apporter des soucis dans le couloir, parce que je vous l'ai dit, le joueur aujourd'hui capable à Bordeaux, pour l'instant, en attendant les recrues, de provoquer, de faire quelque chose, c'est Samuel Kalou. C'est clairement inconstant, mais c'est quelqu'un qui peut justement exploiter ces rares failles défensives. Moi, j'y crois pas trop, parce que je trouve que ça fait très longtemps que il réussit plus pas grand chose, mais c'est possible dans un bon soir, pourquoi pas. Bah écoute, on va voir ce que ça donnera ce dimanche contre nous en tout cas. Si vous le voulez bien messieurs, je vais maintenant passer le côté marseillais. On va aller un peu de l'autre côté de la France. Hein. C'est pas les mêmes régions et pas les mêmes débuts de championnat en tout cas d'un côté comme de l'autre, puisque on a mieux débuté cette première journée avec même si on a eu des petits frères, hein, Mathis, on se l'est dit plusieurs fois déjà, notamment dans le débrief du début de semaine, mais ce qui est sûr, c'est que ce match, on l'aborde avec quand même pas mal de confiance, surtout après la manière dont s'est déroulée la première journée, et le fait qu'on retrouve un vélodrome quasi plein, ça va forcément peser dans la balance du côté marseillais. Ouais, bah oui, 50 000 supporters, il me semble que la jauge est... jauge à 50 000, c'est ça. C'est ça, ouais. Oui, bah franchement, je pense que les joueurs sont en confiance après bon, j'aime pas trop ce mot, mais après la remontada contre... Ah non. Laissons ça à nos amis de Passion Saint-Germain, si tu veux bien. Ah oui, allez. On va leur laisser ce mot. D'ailleurs, ils apprendront à le citer quand ils se feront éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions par un Barça sans Messi. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est... Ah oui, t'es vachement confiant quand même. Ouais, non, je m'avance. Non mais voilà, c'est la saison du trash talk contre les podcasts Sports Content. Voilà, il y a pas de souci. On est une famille chez Sports Content, mais bon, si je pouvais les voir éliminés en 8e pour mon plus grand plaisir, ce serait pas mal. Bien sûr. Ouais, du coup, les joueurs, ils sont en confiance. En plus, Adrien, il nous parle d'un effectif qui est en période de reconstruction avec des joueurs sur le départ. Donc, franchement, je trouve qu'on a vraiment toutes les cartes en main pour gagner ce match sans pour autant se faire très peur. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Bah, c'est sûr que vu comme ça et vu ce que vient de nous décrire Adrien, on a toutes les chances de croire que justement, on a vraiment, on est sur du 80-20. Après, voilà, c'est le football, il y a ces glorieuses incertitudes, ce fameux Petkovic, il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi plutôt,
trompé les pronostics avec la Suisse face à l'équipe de France, pour notre plus grand malheur. Mais voilà, après, comme voilà, c'est l'instabilité côté bordelais qui me laisse penser que ce match ne nous est pas donné non plus, parce que on a été quand même assez confiant avant Montpellier et on a failli le regretter après une première mi-temps assez pas catastrophique, mais loin d'être au niveau attendu. Donc moi j'attends surtout de notre équipe, sans regarder ce qui va se passer en face, qu'on fasse un match complet et pas qu'on soit une équipe à réaction, ce qui a été trop souvent le cas d'ailleurs sur les dernières saisons. L'Olympique de Marseille, que ce soit sous Garcia, sous Villas-Boas, c'était des équipes à réaction. Moi j'attends désormais de l'OM une équipe qui soit dans l'action plutôt, qui n'attende pas que l'adversaire trouve une faille, surtout que là, voilà, ça va être le premier match au Vélodrome depuis quasiment 1 an et demi en Ligue 1. Donc ça va être une belle fête avec 50 000 supporters au maximum. Le stade aura bientôt sa jauge à 100%, donc c'est une bonne chose, hein, si le contexte sanitaire le permet bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ce match, on se doit de toute façon de le gagner, d'une part pour la rivalité qu'on a avec les Girondins de Bordeaux, parce que certes, aujourd'hui Bordeaux est dans une situation compliquée, mais ça reste un de nos rivaux historiques, donc rien que pour ça, on est obligé de l'emporter. Et deuxièmement, on est dans une meilleure position que ce soit sportivement ou même on va dire au niveau de la structure, même si voilà, il y a encore des choses à modifier côté Marseillais, parce que tout n'est pas parfait, mais on est sur une bonne pente, alors que du côté bordelais, il serait peut-être temps de leur mettre un petit coup derrière la tête à ce moment-là, leur mettre un petit coup dans le moral, ce qui est pour le moment bien parti, puisque cette première journée n'a pas été couronnée de succès. On va très certainement surfer sur cette vague-là. Après, si on peut en venir à des individualités, moi je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté, j'attends plus de certaines personnes. On en a parlé là en ce début de semaine. Il y a des joueurs qui vont devoir montrer un petit peu que le match dimanche était une mauvaise passe pour eux, et qu'il va falloir peut-être montrer autre chose. Je pense à Gerson, même s'il n'était pas placé forcément à son poste d'origine. Il y a des mecs qui vont peut-être entrer en jeu, de qui j'attends peut-être un petit peu plus. Même Senji Sunder qui a marqué, j'en attends un petit peu plus, parce que malgré le fait qu'il ait provoqué le coup franc du deuxième but et qu'il ait marqué le premier but, j'attends un peu plus de lui dans le jeu, qu'il soit peut-être un peu plus décisif, un peu plus précis dans ce qu'il fait. Moi en tout cas, c'est l'un des joueurs avec Gerson dont j'attends le plus, et notamment peut-être aussi un peu plus de notre bloc défensif. Voilà, en tout cas moi c'est mes attentes. Ouais, avant même en vrai de se focus sur des joueurs en particulier, j'espère juste que l'équipe elle va savoir tirer les enseignements de la première journée. Voilà, je pense à, par exemple, moi dimanche 20h, je veux pas voir une composition avec aucun neuf. Voilà, parce que donc Benedetto ou Dieng, enfin Benedetto s'il est pas parti. Oui, voilà. Benedetto ou Dieng, parce que même s'il marque pas Benedetto, parce qu'il est pourri, mais même s'il marque pas, je veux que sa présence libère notre Dimitri, et que Dimitri commence à scorer dès le début, et qu'il attende pas je sais plus, 68e pour commencer à être décisif, quoi. Ouais. Et j'espère surtout que en termes de transition défensive, on va être concentré, parce que les 2 buts contre Montpellier, ça vient des couloirs, droit. Et c'est des erreurs de concentration. C'est des erreurs de concentration. Et oui, et c'est ça, c'est des erreurs de placement, de concentration. Donc en termes défensifs, j'espère que Sampaoli a revu le match. Je pense que c'est quand même son métier. Oui, quand même. Avec ses analystes vidéo, j'espère quand même que tonton Sampa a revu tout ça bien calmement, qu'il a pris un petit café, enfin pas un café parce que ça énerve, mais voilà, une petite bouteille d'eau, voilà, qui revoit pas les actions défensives. Il a dû péter une télé. Ouais, je pense, ouais. Mais non, mais je te rejoins carrément là-dessus.
En tout cas, ouais, c'est sûr que défensivement, enfin après c'est se répéter certes, mais ça va être vraiment cette transition défense-attaque rapide. Vraiment, est-ce que déjà, Adrien, toi, tu peux nous dire si Bordeaux a les armes à l'heure où on parle pour faire des transitions rapides est-ce qu'ils ont les joueurs, enfin, est-ce que vous avez les joueurs pour? J'ai envie de dire pas vraiment. C'est pour ça que ça Bon. m'inquiète beaucoup le match contre Marseille parce qu'il y a de l'intensité, il y a le retour du Vélodrome plein, pardon. Ça a beaucoup poussé et voilà, c'est vrai qu'une équipe qui est un peu dans le doute, alors que Marseille, même si tout n'a pas été parfait, pour avoir revu quelques images du match de Montpellier, au moins il y a cette espèce de folie qui me rappelle, bah forcément, c'est pas une caricature, hein, mais c'est l'OM de Bielsa 2014-2015. Le premier match, je crois que ça fait 3-3 à Bastia. C'est un peu pareil, quoi. C'est tout feu tout flamme, mais ça ressemble à Marseille justement, ce type de scénario. Et moi, c'est pour ça que je me dis que, en plus, le mercato est quand même assez solide, assez intéressant. Ça peut venir, le danger peut venir de beaucoup de secteurs. C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec vous. L'apport d'un numéro 9 pourrait plus gêner, peut-être libérer un peu plus Payet de ce rôle de faux numéro 9. Et pourtant, il a quand même été bon face à Montpellier. Donc, tous les réglages sont pas encore là. Mais franchement, cet OM-là me fait peur. Alors en plus, on a eu un argument de taille. Bordeaux n'a plus gagné au Vélodrome depuis le 12 avril 2015. Est-ce que, Adrien, tu te souviens qui avait marqué pour Bordeaux à l'époque? 12 avril 2015. Ouais, c'est la saison d'ailleurs de Bielsa, au passage. Ah oui, Et non, en plus je vous dis des conneries, non, autant pour c'est à moi. Bordeaux. Non, bah non, C'est ça c'est à Bordeaux, pardon. c'est ça. La dernière victoire bordelaise à Marseille remonte à 2019, pardon. 2019, la Ouais. dernière victoire Bordeaux. Il y a eu 2 buts, c'était... Ah oui, de Préville Et non, je vous dis encore une et connerie en plus, c'est pas en fait, possible. si tu parles de la dernière victoire de Bordeaux à Marseille, je crois que c'est 2008. Ah oui, c'est 2000. Oui, bah, oui, excusez-moi, là je suis sur. Alors en fait, je suis sur Flashcore, donc c'est pour ça que je me suis complètement T'inquiète mêlé les pas. pinceaux. Oui, c'est 2008, 4 mai 2008, 36e journée de Ligue 1. Bah, c'était à l'époque Wendell et Ducasse qui avaient offert la victoire dans les 10 Deux dernières buts, minutes. deux frappes de loin, C'est Wendel sur ça. coup franc Exceptionnel. Ouais, et c'était Ducasse sur une remise de Chamac. C'était assez fou. mon... Mes souvenirs de jeunes supporters ne s'en remettent toujours pas de ce match-là. Bon, ça c'est une autre histoire. Bon, concrètement, ce match, Adrien, on a compris que voilà, côté bordelais, il y avait une certaine crainte de cette équipe, de cette équipe de l'OM. À quel niveau t'estimes les chances des Girondins face à nous? Parce que honnêtement, j'aime pas être dans le trash talk, tout ça, mais honnêtement, quand on regarde les deux équipes, pour le moment, il n'y a pas photo, je suis désolé. On est censé pouvoir gagner ce match. Après, on a vu que tout pouvait être possible, que bah, par exemple Clermont, qui sur le papier a peut-être une équipe un peu moins qualitative que la vôtre, l'a emporté 2-0, donc il suffit d'une envie un peu plus pressante que l'autre équipe le jour du match, et puis ça peut passer. Donc concrètement, toi, tu vois les chances de Bordeaux à quel niveau sur ce match? Bah, c'est difficile de parler de chance. C'est sûr que sur le papier, j'aurais peut-être dit 10-15%. La seule chance de Bordeaux, c'est de pouvoir profiter peut-être d'un OM encore pas tout à fait prêt. Quelques réglages, on a pu parler notamment de la défense. Certains milieux de terrain qui sont peut-être pas encore à leur poste. C'est la seule opportunité, mais normalement, l'OM doit pouvoir s'imposer avec la manière et sans problème. Après, bah voilà, c'est aussi le même contexte que Petkovic a connu avec la Suisse contre la France, hein, mine de rien. Ouais. Donc peut-être qu'il va nous faire encore un miracle, je ne sais pas. De toute façon, la vidéo d'annonce de sa venue, on a joué sur ça, donc Eh oui. quitte à en rajouter, peut-être qu'il a peut-être un plan, un autre plan derrière la tête. Un plan anti Sampa. Ce serait génial. Non, ce serait pas génial. Non, parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas du tout. Ça n'arrivera pas. Si t'avais des principaux Marseillais à citer en tant que principal du moins danger, tu nommerais qui? Le principal danger côté Marseille de ce que t'as pu voir contre Montpellier par exemple. Bah, c'est vrai que Dimitri Payet sort d'une préparation extrêmement convaincante et sa première apparition face à Montpellier prouve que voilà, il est vraiment en forme et qu'il a à cœur de sortir une grosse saison. Mais c'est vrai que mon coup de cœur de l'intersaison, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de Marseillais, c'est forcément Conrad de la Fuente Ah. qui arrive totalement lancé après quelques minutes en pro avec le Barça.
Et on se demande, bah voilà, ce gamin a seulement 4-5 millions d'euros. Ça a l'air d'être un pari génial. Et c'est vrai qu'il y a ce fameux coup de rein, cette accélération, ce sens du dribble qui nous plaît tous. Et c'est ce genre de joueur, moi je suis sûr qu'il va renflammer le Vélodrome et ça va nous faire plein d'images sympas. Et c'est vrai que moi, par rapport à ce que je connais de mes défenseurs bordelais, c'est le genre de joueur qui peut faire extrêmement mal à la défense. Évidemment, peut-être que la finition n'est pas encore là, mais rien que pour créer des décalages, trouver des espaces, des failles, ce Conrad de la Fuente-là m'inquiète et je pense que c'est le jeune à suivre cette saison. Et justement, c'est pour ça que je voulais t'amener là, puisqu'on a tous, je pense, vu ton tweet en début de semaine sur Conrad de la Fuente, comme quoi tu l'attendais avec impatience visiblement, non, avec beaucoup de crainte, j'ai l'impression. Ouais, c'est exactement ça, parce que les défenseurs de Bordeaux, hors Koscielny, ont montré, comme je t'ai dit, comme le Petkovic l'a noté, hein, une espèce de fragilité, notamment sur le plan mental, cette peur de faire des erreurs, et justement, c'est le genre de joueur qui va les provoquer, qui va leur faire perdre des ballons, qui va pouvoir les dévancer, parce que c'est pas les défenseurs les plus rapides de Ligue 1, donc c'est pour ça que je crains ce genre, mais je crains le joueur, et aussi cette espèce de folie du Vélodrome qui est de retour, avec une très belle jauge, plus de 50 000 personnes et forcément c'est sûr que le stade sera contre nous et certains joueurs, même les plus expérimentés, peuvent perdre leurs moyens parce qu'ils n'auront pas cette habitude forcément de retrouver un stade plein et c'est pour ça que je crains beaucoup Marseille, De La Fuente, le Vélodrome dimanche. Non mais vous voyez, si même le grand Scipion annonce un Conrad de la Fuente bouillant, c'est que bon, il y a forcément... c'est bon signe pour vous. Voilà, il a parlé en langage des faits, voilà. C'est ce que je voulais avancer. Mathis, qu'est-ce que t'attends le plus sur ce match, au-delà de retrouver le public, parce que nous on n'y sera pas, hein, malheureusement, parce que c'est un peu la Hesse. Mais du coup, qu'est-ce que t'attends le plus sur ce match? Est-ce que ça peut être aussi les supporters, hein, tu peux bien sûr me donner cette réponse, même si je te flinguerai. Mais j'attends sur le jeu, ouais. Un match maîtrisé en fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu veux un OM qui est dans l'action et pas dans la réaction. Bah franchement, c'est ce que j'attends aussi. Je le veux et je pense que ça doit être de la tête et des épaules et tout le match et qu'on soit pas déconcentré par un événement quoi, un événement qui pourrait arriver de nulle part, un centre qui arrive dans notre lucarne, bref. Oui, voilà. En plus, un ancien Bordelais qui nous fait ça. Oui, voilà. C'est vrai. Ce bon vieux Laborde là. Voilà, le mec, chaque fois qu'il joue contre nous, il se transforme en Messi, voilà. Bah, ça me fait penser à Nicolas Depréville du coup. Hein. Oui. Vraiment, lui, le bon, toujours, le Dario Benedetto français. C'était R9 hein, contre nous. Ah oui. C'est vrai qu'il aimait ce rendez-vous là. Ouais, qu'est-ce qu'il vient d'ailleurs celui-là il est parti. Il a été en fin de contrat. Ouais, il est sans club, il me semble. Toujours libre. Ça a parlé un temps de Metz, mais depuis, il n'y a absolument plus rien. Et pareil, il y a quelques jours, je me suis dit, en fait, c'est vraiment le genre de joueur qui a disparu alors qu'il a à peine 30 ans. Donc, ça pourrait rendre des services en Ligue 1, mais il faut savoir qu'à Bordeaux, il avait quand même un CR très confortable. Et en temps de Covid, ça peut refroidir des C'est un peu comme Valère Germain chez nous, j'ai l'impression. Exactement. Ouais, c'est un peu dommage. Bah, c'est un peu dommage. Hein. Bon, bah, tant pis. On te passe le bonjour, Nico. Si tu nous écoutes, bien sûr. Je ne pense pas. Bah, écoutez, moi, je n'ai strictement plus rien à dire puisque de toute façon, je pense qu'on a bien fait le tour sur cette rencontre. Juste peut-être un petit prono. Moi, je me lancerais. J'allais y venir. Je me lancerais bien sur un bon 3-0. Alors, en off, Mathis, je lui avais dit 5-0, mais j'ai pas envie d'être méchant parce qu'on a un invité. Non, 3-0 avec encore un petit but de Dimitri Payet. Parce que j'ai envie qu'il continue sur cette petite lancée. Et pourquoi pas un but de Conrad et un but de Bamba Dieng. Devant un Vélodrome quasi plein, ça pourrait lui lancer une belle carrière à notre jeune attaquant et j'aimerais bien le voir. Ça sera un très beau storytelling, honnêtement. Exceptionnel. Retour des supporters, Bamba Dieng qui marque, qui prend la place de Milik ne revient jamais. Voilà, c'est magnifique. Ça me ferait de la peine. Ça me ferait de la peine pour Arek, mais Bamba Dieng, voilà, ça resterait un très beau storytelling. Toi, ton côté, Mathis? Bah moi je pense un 3-1, tu vois.
parce que je sais qu'on va gagner, tu vois, j'ai J'en suis aucun persuadé. doute. Je suis persuadé qu'on va gagner ce match. Vous pourrez ressortir mais... cet extrait quand on aura perdu le match. Ouais, je me mettrai en privé, je crois que j'aurai un bug. Moi, je veux un but de Payet, bien sûr, pour continuer la domination et montrer qu'il est meilleur que Messi. Bien sûr. Et, bah attends. Et j'ai envie de me lancer sur un truc. Je pense que si Benedetto est titulaire, il mettra un doublé. Ah. Voilà. Donc voilà, je te lance ça à la figure et t'en fais ce que tu ouais, veux. non mais là c'est comme si tu venais de m'envoyer un saut de merde à la gueule là quand même. J'avais pas envie d'être méchant avec Pipa, mais voilà quoi. Non mais ça se défend, J'aimerais bien que on a plus le temps. Enfin si, on a le temps. Pourquoi ces choix douteux dans ta vie, Mathis? Déjà. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que le retour des supporters va réveiller Benedetto le temps d'un match. Après, il va redevenir nul, évidemment. Non, mais déjà, faudrait, pour qu'il se réveille, il faudrait qu'il coupe sa queue de poney, là, déjà. Ça, oui, bon, écoute, ça, c'est des débats différents. Non, c'est un para... C'est la fameuse théorie du flow, que j'aime beaucoup. C'est un para-flow, tu vois, c'est un para-talent, j'ai l'impression. Non, mais bon. Et je pense qu'on prendra le but, ce que j'ai dit 3-1. Je pense qu'on va se prendre un penalty, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling sur ça. Bon. Je sens un mauvais tacle de Balerdi, bon, voilà, quelque chose comme ça, mais... bon, j'ai un mauvais pressentiment sur ça. Bon, bah, on verra bien, puis peut-être un petit rouge de Balerdi, il est coutumier du fait contre Bordeaux, en plus. C'est vrai qu'il aime bien, en plus, donc on verra. Bon. Et Adrien, toi, de ton côté, un petit prono? Ouais, je rejoins plutôt Mathis dans le sens, je vois une victoire de l'OM, mais Bordeaux quand même marqué, donc le 3-1, ça me paraît pas mal. Penalty, pas penalty, je sais pas, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que la dernière opposition entre Marseille et Bordelais, ça a été terminé avec 2 cartons rouges pour l'OM, donc c'était assez spécial. Et Bordeaux n'avait même pas réussi à l'emporter, ça c'était vraiment la honte de notre côté. Maintenant, je vois bien Bordeaux quand même marquer un petit but, ouais, parce que vous l'avez dit, défensivement, tout n'est pas encore bien rodé du côté de l'OM. Et même si Bordeaux, le secteur offensif, c'est pas encore ça, je pense qu'ils peuvent en profiter pour en marquer au moins un. Bah écoute, vérification de tes propos dimanche à partir de 21h. Bah ça sera au Vélodrome. D'ailleurs, on a très probablement un membre de l'équipe qui sera au stade. On fera très certainement un petit Insta live juste avant le coup d'envoi pour décrire un petit peu l'ambiance au Vélodrome au moment du match. Donc on vous tiendra au courant de tout ça. Et peut-être, je dis bien peut-être, si on a l'occasion et les moyens de le faire, on fera un space très certainement sur Twitter au moment du match. Donc bah, c'est possible. Adrien, si tu veux participer, tu es bien évidemment le bienvenu dans notre space. Voilà, l'invitation est lancée. Merci pour l'invitation, je vous tiendrai au courant les amis. Bon bah très bien, bah écoute, ouais, et en tout cas merci à toi d'avoir participé avec nous à cet avant-match, un plaisir de t'avoir reçu, et bah de toute façon on te décrit plus, on te présente plus, une star internationale de Twitter. Voilà, le gars est partout, quoi. Le gars est partout, on peut plus, on ne l'arrête plus. Bah, en tout cas, encore un gros merci à toi d'être passé à la commanderie. C'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu. Mais écoutez, merci pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment avec vous et bon match dimanche. Bon match, et puis bah bonne saison à toi. Je sais qu'elle va être longue en tout cas, mais bon courage. Bon courage, ouais. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le bon leitmotiv du côté de Bordeaux cette année, c'est le courage. Voilà, c'est exactement ça. Il va falloir y aller avec ses triples, pardon. Je ne sais plus parler, on a 30 minutes de podcast. Un peu plus. Bon, bah, en tout cas, merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, ça fait hyper plaisir de voir que vous êtes pas mal accrochés sur ce début de saison avec nous, notamment avec les recrues. Ça a mené pas mal de monde sur le podcast, et on est très content de vous proposer chaque semaine. Ça nous motive, c'est clair. Bah, en tout cas, on se retrouve très probablement la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Peut-être d'ici la fin de semaine si on a une recrue, on sait pas trop. En ce moment, c'est un peu calme. On va pas... C'est un colis mystère. Mais... Ouais, peut-être un petit sorlotte qui vient par là. Peut-être on fait un Lirola. Voilà, ou un Vente de Veine, un Vasse. Voilà, il y a encore plein de pistes jusqu'au 31. Ronaldo, on sait pas ce qui va se passer maintenant. Ouais, Ronaldo maintenant, bon. Le 31 août, n'oubliez pas les Saoudiens. Oui, ils arrivent. Il y a la deadline. Pas l'oublier celle-ci, la fameuse. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine sur la commanderie. Ciao tout le monde et allez l'OM, salut.
Allez l'OM, salut. Salut.